Bonjour chers collègues, alors ici Sylvain de la chaîne Une app par jour ainsi que de uneappparjour.com et aujourd'hui on parle de Google Classroom. Donc probablement que tu te prépares à enseigner en ligne ou encore que tu te sers de Classroom pour organiser ta classe en virtuel et je vais faire le tour avec toi des différents paramètres pour configurer ton Google Classroom et être efficace dans Classroom. Je te mentionne au passage que la vidéo elle est segmentée, donc si tu veux passer un peu d'une section à l'autre, n'hésite pas à aller dans la barre de défilement juste ici. Je te mentionne aussi que j'ai déjà fait une présentation de 10 astuces clés pour être efficace dans Google Classroom et rendre ça un peu plus attrayant. Alors, si tu veux voir cette capsule-là que j'ai faite avec la super sympathique Alexandra Coutelet, tu vas la voir, elle va apparaître juste ici en haut de l'écran. Donc, on commence avec Google Classroom. Ce que tu as à savoir, c'est que Classroom, c'est simple. C'est même parfois trop simple, mais il faut savoir bien s'en servir. Premièrement, comment est-ce qu'on fait pour accéder à Google Classroom? Première des choses, tu peux passer par ta page d'accueil Google et tu vas l'avoir ici par le petit menu que j'appelle le menu gaufre. Donc, tu devrais trouver ton Google Classroom ici. À force d'utiliser Classroom, il va remonter. Sinon, si tu n'y as jamais accédé, tu vas y accéder avec l'adresse classroom.google.com pour accéder à ton Google Classroom. Bien entendu, assure-toi de bien être connecté à ton adresse du centre de service scolaire ou de ton école. Une fois que tu vas avoir accédé à Classroom, tu vas arriver ici dans ce qu'on va appeler le tableau de bord. Dans ton tableau de bord, tu vas avoir tous les cours sur lesquels tu enseignes. Donc, pour les besoins de la présentation, je vais te montrer le tableau de bord. Je vais créer un nouveau cours. Donc, je vais dans le très, très spécifique au départ, donc les grandes lignes. Et par la suite, je vais aller dans le détail sur toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dans Classroom. Libre à toi de passer du coq à l'âne et d'aller explorer ma vidéo. Donc, tu vas voir dans Classroom, la première des choses, on arrive, tu vas probablement, en début d'année, avoir tes cours qui ont déjà été créés par ton centre de service scolaire ou ton école à partir de Portail ou de GPI. Donc, comment est-ce que ça se fait? Ben, tu vas avoir ici, par exemple, ton icône du groupe ici, mon Maths 103, et serait en grisé. Et je vais avoir un petit bouton ici, je devrais accepter d'être l'enseignant de ce groupe-là. Tu vas voir que cette option-là est seulement disponible lorsque tu travailles avec un navigateur web. Donc, par exemple, si toi, ton cours a été créé en début d'année par ton centre de service scolaire et que tu vas sur, par exemple, un iPad, l'application mobile, tu n'auras pas accès à devenir enseignant de ce cours-là. Tu dois absolument passer par le cours et la version web de Classroom. Une fois que tu arrives dans tes cours, moi, ce que je vais te montrer, premièrement, je vais te montrer mon groupe de présentation. Donc, dans mon groupe de présentation ici, que j'ai créé, je vais entrer à l'intérieur en cliquant sur la bannière groupe de présentation. Tu vas voir l'intérieur de ton groupe. Donc, la première des choses que tu vas voir, c'est les trois onglets en haut ici. À savoir comment ça fonctionne. Le flux, c'est quoi? Bien, le flux, c'est ce que tu décides qu'il va y avoir à l'intérieur, mais c'est surtout voulu pour de la communication, le flux. Donc, par défaut, ça va être des messages que tu vas envoyer à tes élèves, des messages que tes élèves vont t'envoyer. Ce n'est pas prévu pour organiser des travaux, mais tes travaux risquent d'y apparaître, mais ça va être chronologique, ça va donc être un petit peu pêle-mêle pour tes élèves. Ensuite, travaux et devoirs. Donc, dans travaux et devoirs, justement, tu vas avoir tous tes travaux. Donc, on voit ici que mon onglet travaux et devoirs est un peu pêle-mêle. Je m'en sers depuis le début de la pandémie début 2020 pour faire des didacticiels. Dans les travaux et devoirs, alors là, ce que tu vas avoir, c'est tous tes travaux, tous tes devoirs, toutes tes références que tu as publiées. Tu peux organiser tes travaux et devoirs et je te montre tout de suite comment. Tu vas faire créer et tu vas utiliser les thèmes. Donc, par exemple, ici, par exemple, je vais avoir les références pour mes élèves. Je vais faire ajouter. Et là, ici, ça me crée un onglet ici qui s'appelle références. Et là, tu vas pouvoir glisser, déposer des travaux à l'intérieur de la section références pour pouvoir organiser tes choses. Donc, voilà pour les différents thèmes. Ensuite, tu peux aussi créer tes différents devoirs à l'intérieur de la section travaux et devoirs. Je vais y revenir par la suite. Tu vas avoir ici les participants. Donc, dans tes participants, tu as les enseignants. En faisant un petit plus ici, tu peux ajouter un co-enseignant. Donc, vous allez être 2 ou 3 à pouvoir enseigner dans ton groupe. Donc, ça, c'est super utile, par exemple, si tu as un enseignant ressource qui vient t'aider.
Ensuite, tu vas pouvoir aussi ajouter des élèves. Donc, on peut ajouter des élèves directement ici. Pour ajouter des élèves, 2 options. Le code d'activation, j'en reparlerai plus tard, mais on peut le copier directement à partir d'ici. Sinon, on peut entrer directement, un nom d'élève. Donc, par exemple, je peux rentrer, si je commence par 260, et là, ici, je vais avoir des suggestions à l'intérieur de mon, Google Admin de personnes qui pourraient être ajoutées à mon groupe. Donc, si on a le début de l'adresse d'un élève, super facile. Là, ici, je vais annuler. Une fois que tu vas avoir ajouté l'adresse, on fait inviter, l'élève va recevoir une notification dans son Classroom comme quoi il a un nouveau groupe. Les élèves, tu peux aussi les retirer en cliquant ici et en faisant diverses actions. Donc, par exemple, envoyer un courriel, retirer ou bloquer les posts et commentaires. Donc, par exemple, si un élève abuse de ton Classroom, tu peux bloquer par ici. On va ici avoir à droite, dans les diverses options, envoyer un courriel à email, retirer et bloquer. Donc, c'est la même option, mais spécifique pour chaque élève. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Ben, si je retourne dans les notes ici, donc dans les notes, tu vas avoir un récapitulatif des derniers travaux ainsi que les notes qui ont été données aux différents élèves. Donc, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de nos élèves. Je retourne dans Travaux et devoirs. Donc, dans Travaux et devoirs, quand tu veux créer un travail, tu vas cliquer ici sur Créer. Donc, quand tu vas cliquer sur Créer, tu vas avoir différentes catégories. Je te montre les différentes catégories possibles. Donc, tu vas avoir, je skip par-dessus Devoirs, les Kami Assignments. Donc, Google Classroom travaille super bien avec l'annotateur de PDF Kami. C'est une extension qui est gratuite, payante, donc une version premium. Ça peut être pratique à utiliser. Les questionnaires. Donc, si tu fais questionnaire, ça va créer automatiquement un questionnaire Google Formulaire. Et ce questionnaire Google Formulaire-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement importer son résultat dans ton Google Classroom. Donc, voilà pour les Google Formulaires. Je passe rapidement là-dessus. Tu peux aussi créer des questions, donc des oui ou non, juste pour faire réagir les élèves. La documentation, bien utile lorsque les élèves n'ont pas à rendre un travail. Donc, par exemple, tu veux déposer des notes de cours, un PDF, une référence, documentation, super intéressant. Un lien vers un site Internet passera aussi par la documentation. Et il y a aussi réutiliser le post. Donc, en faisant réutiliser le post, on va pouvoir réutiliser des publications qu'on a fait dans notre groupe, mais on peut aussi reculer ici puis aller sélectionner dans d'autres groupes. Donc, par exemple, si moi aussi j'ai fait un post dans mon groupe de robotique, je peux aller sélectionner ce post-là aussi et le réutiliser et il va être reposté à l'intérieur de mon, euh, de mon Classroom pour ce groupe-là. Donc, on peut sauver du temps comme ça. Moi, ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on fait pour créer des devoirs, parce que la plupart des enseignants vont créer des devoirs. Donc, quand tu crées un devoir à l'intérieur de Google Classroom, tu dois bien entendu donner un titre. Donc, par exemple, si je l'appelle devoir 1, on va donner des instructions. Tu vas voir ici que depuis les dernières mises à jour, tu vas avoir l'option d'utiliser le gras, l'italique, le souligné, mettre des puces à numéros et enlever la mise en forme, par exemple, si tu as copié-collé à partir de Word. Tu pourras ensuite ajouter différentes pièces jointes. Donc, des pièces jointes directement à partir de ton Drive, télécharger un fichier à partir de ton ordinateur, mettre des liens Internet. Donc, par exemple, ici, moi, j'aurais envie de te mettre un lien sur, tiens, mon site uneappparjour.com. Donc, je vais ajouter le lien vers mon Google Site uneappparjour.com. Il va se créer un petit résumé pour inviter les élèves. Tu peux aussi directement insérer des vidéos à partir de YouTube. Tu dois simplement sélectionner ou coller une URL à partir de YouTube, par exemple. On va chercher une app par jour. Et tiens, je vais utiliser mes 10 ressources incontournables pour donner des cours en ligne et je vais l'ajouter. Donc, une fois que ces références-là sont ajoutées, tu peux aussi ajouter différents travaux. Donc, par exemple, tu pourrais aller télécharger un fichier à partir de ton Drive, mais tu pourrais directement créer un fichier. Donc, par exemple, ici, moi, avec le petit plus, je vais créer un Google document. Donc, je vais créer un Google document ici qui va être vide. Je vais lui donner un titre, par exemple, production écrite. Et une fois que c'est fait, rentrer différents textes et
partager aux élèves. Quand on clique sur partager, on fait terminer, on ferme et on va voir ici que notre fichier ici, qui est un Google Doc, il a été créé, il va simplement changer de nom une fois qu'on va avoir publié pour les élèves. Très important, avant de publier et de regarder les autres paramètres, c'est d'aller voir ici les paramètres. Ici, j'ai consultable par les élèves, ça veut dire que les élèves vont pouvoir aller voir à l'intérieur. Il y a deux autres options. Il y a modifiable par les élèves. Modifiable par les élèves, ça veut dire que les élèves vont tous écrire dans le même fichier à utiliser avec parcimonie et faire une copie par élève. À ce moment-là, ça va créer une copie par élève qui va être liée au compte Classroom de votre élève et qui va aussi être publiée dans le dossier Classroom de votre élève et qui vous sera partagé sur votre Google Drive. On verra ça tout à l'heure. Une fois que ça c'est fait, on va voir les options de, de publication. Donc, pour quel élève est-ce qu'on veut publier ça? Donc, on peut sélectionner plus d'un groupe à la fois. Donc, super pratique lorsqu'on enseigne une même matière à plusieurs groupes. Donc, on peut sélectionner plusieurs groupes. Voilà. On peut sélectionner tous les élèves ou simplement un seul élève dans notre groupe. On peut déterminer si on va noter ce travail-là ou pas et sur combien. Moi, ici, c'est un travail qui n'est pas noté, donc pas de note. Déterminer une date limite. La date limite, elle est vraiment facultative. Donc, par exemple, ici, je vais donner cette heure-là, ici, le 22 décembre à 23h59. Ça ne veut pas dire que les élèves ne peuvent pas rendre leurs devoirs après. Ça veut juste dire que si les élèves rendent leurs devoirs après, eh bien, vous allez recevoir une notification comme quoi le travail a été remis en retard. Vous pouvez sélectionner directement un thème ou créer un thème. Donc, par exemple, si je le mets dans le thème référence, et on peut aussi créer une grille d'évaluation. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les grilles d'évaluation et elle va apparaître à l'écran juste ici en haut. Ensuite, vous pouvez aussi cocher cette option-là ici qui va vérifier le degré d'originalité. Ça ici, c'est limité à 5 devoirs par cours. Donc, à utiliser à parcimonie. C'est comme une option semi-payante, donc à utiliser. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez publier directement le devoir. À ce moment-là, il sera directement visible par vos élèves. Sinon, vous faites la petite coche ici et vous allez aller voir programmer ou enregistrer comme brouillon. Enregistrer comme brouillon, il va devenir en grisé. Vous pourrez y revenir plus tard pour le publier. Si vous faites programmer, vous devez déterminer la date et l'heure à laquelle vous voulez le programmer. Il va automatiquement être publié. Donc, pratique, par exemple, quand on prévoit un examen ou qu'on prévoit s'absenter. Donc, moi, ici, je vais revenir et je vais faire publier le devoir. En publiant le devoir, la copie par élève, elle est faite. Donc, si vous n'aviez pas sélectionné une copie par élève et que vous avez publié un devoir, bien, vous ne pouvez pas changer et mettre une copie par élève. Vous devrez, par exemple, réutiliser le post ou encore recréer un nouveau devoir. Donc ici, on voit que j'avais un petit brouillon ici qui a été créé tout à l'heure, qui n'a pas été enregistré, et mon devoir numéro 1 a été publié dans mes références. Donc ça, c'est pour les travaux et pour les devoirs. Vous allez revenir ici dans vos paramètres. Donc, dans vos paramètres, donc les informations de classe, on peut entrer un descriptif du cours, une section, une salle et une matière. Ce sont des informations que c'est vraiment plus pour vous que pour les élèves. Sincèrement, souvent, je passe par-dessus. Ensuite, général. Donc, vous allez avoir les codes d'invitation. Donc, le code d'invitation, on va le revoir tout à l'heure. On peut l'envoyer directement aux élèves. Ici, on peut le régénérer, le code d'invitation. On peut le désactiver si on ne veut pas que d'autres élèves s'activent à notre groupe. Je m'explique. Par exemple, si j'affiche ce code-là, avec ce code ici à 7 caractères, les élèves peuvent se joindre à un de nos cours. On peut copier le lien d'invitation et l'envoyer, par exemple, par courriel aux élèves. Mais si on veut que notre groupe il est complet, qu'on ne veut pas qu'aucun élève se joigne à notre cours en plus, on peut tout simplement désactiver le lien et à ce moment-là, plus personne ne peut se joindre à notre cours sans qu'on ne les ait invités. Ensuite, on peut aussi afficher les éléments supprimés. Donc, si vous supprimez un devoir, par exemple, on peut voir les anciens devoirs. Et on peut avoir aussi les résumés destinés aux représentants légaux. Donc, ça, les résumés destinés aux représentants légaux, c'est un résumé qui est envoyé une fois par semaine aux représentants légaux, donc aux parents ou aux tuteurs de vos élèves. Donc, on peut les ajouter au cours et à ce moment-là, on aura l'option d'inviter les parents à être représentants légaux. Il y a une façon ici de gérer le lien Meet. Je vous le montrerai plus tard. Et il y a aussi des différentes options pour la notation.
Je vais enregistrer mes paramètres et je vais revenir dans le flux de mon cours. Donc, dans le flux, qui est comme la bannière d'entrée de mon cours, c'est là qu'on a une première bannière. Donc, cette bannière-là, elle est personnalisable. Vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez importer la photo de votre ordinateur. Ça prend une configuration très spécifique. Si vous allez, par exemple, sur Canva, vous allez pouvoir sélectionner le thème bannière Classroom. Vous allez avoir le bon format. Et sinon, vous pouvez sélectionner des thèmes qui sont déjà prédéterminés. Donc, par exemple, ici, moi, si je vais prendre ce thème-là, je sélectionne ce thème-là et il va s'appliquer directement. Ensuite, le lien Meet, super important. Donc, au départ, quand vous ouvrez un cours Classroom, vous devez générer votre lien. Donc, on clique sur Générer le lien. Le lien Meet va être auto-généré. C'est une salle spécifique pour votre cours sur Meet. Vous allez le générer et l'enregistrer. Donc, par défaut, ce lien-là, il est visible aux élèves. Vous pouvez, en cliquant sur les 3 petits points ici, gérer le lien et vous pouvez le rendre invisible aux élèves. Alors là, les élèves ne peuvent pas cliquer dessus pour se rendre. Le lien est toujours le même, ça ne change pas, mais les élèves n'y ont plus accès. Ils ne peuvent pas cliquer dessus. Je le rends visible. On voit ici le petit œil qui n'a pas de barre dessus. Les élèves vont pouvoir le voir. C'est par ici, par le flux, que les élèves vont cliquer sur Participer et qu'ils vont ouvrir Google Meet. Je vous mentionne d'aller voir ma nouvelle capsule à propos de Google Meet. Elle va apparaître à l'écran juste ici en haut. Donc, ça, c'est pour le lien Meet. Ensuite, vous avez les différentes dates de remise qui sont à venir, les annonces que vous pouvez faire pour votre classe. Donc, par exemple, ne pas oublier l'examen demain matin. Et on peut ajouter des pièces jointes, jouer sur notre mise en page et publier. Donc, ce qu'on publie dans le flux n'apparaît pas ailleurs que dans le flux. Et vous avez des options aussi pour modifier ou supprimer les différents posts que vous allez avoir placés dans votre flux. Une fois que ça c'est montré, je vais aller dans les options plus générales de Google Classroom. Donc, je vais revenir ici à gauche dans les 3 petites barres pour vous montrer d'autres options. Donc, si je clique ici sur Cours, vous allez voir ici tous mes cours. Si vous désirez créer un nouveau cours dans Google Classroom, donc j'ai fait comme si vos cours étaient créés au départ, bien, vous allez cliquer ici sur le petit plus et vous allez tout simplement créer un cours. Donc, vous créez un cours, vous lui donnez un nom, vous pouvez entrer section matière et salle. Donc, par exemple, je vais entrer test comme nom, je vais créer et va se créer un nouveau cours qui va s'appeler test. C'est exactement le même endroit par lequel les élèves vont passer. Je retourne dans mes cours ici. Ils vont cliquer sur plus et ils vont rejoindre un cours par ici. Si vous voulez supprimer ou archiver un cours, on passe ici par les 3 petits points. On va archiver le cours. Si j'archive le cours, il va se ramasser dans une section, les cours archivés. Donc, très important, par exemple, en fin d'année, d'archiver vos cours avant de quitter l'école. Ils vont se retrouver ici, 3 petits points, dans la section des cours archivés. Donc, vous avez toute la série de cours archivés auxquels vous n'avez plus accès. Si jamais vous voulez avoir accès, par exemple, à un cours, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et vous pouvez restaurer votre cours, donc qui est comme dans une corbeille virtuelle. Je vais retourner ici dans mes cours. Je vais vous montrer aussi une section intéressante qui est à corriger. Donc, peu importe le groupe que vous avez, tous les travaux qui n'ont pas été corrigés encore vont se retrouver ici et tous les travaux corrigés vont se retrouver ici. Vous allez aussi avoir dans les paramètres, donc ça c'est intéressant parce que vous allez voir que Google Classroom, ça peut devenir envahissant. Donc, vous allez avoir l'option ici d'activer ou pas les notifications par courriel. Donc, vous allez voir que par défaut, Google Classroom envoie une notification par courriel aussitôt qu'il se passe quelque chose parce qu'il considère que vous ne devez pas avoir l'application sur votre appareil mobile. Donc, si vous n'avez pas l'appareil mobile et que vous ne voulez pas avoir Classroom dessus, c'est une bonne idée d'activer les notifications par courriel. Mais qu'est-ce que vous voulez recevoir par courriel? Donc, est-ce que vous voulez recevoir un courriel lorsqu'il y a un commentaire d'ajouter à vos cours? Moi, je vous le suggère fortement parce que sinon, vous ne verrez pas les questions de vos élèves. Donc, moi, j'active tout ça. Ensuite, les cours auxquels vous êtes inscrit, donc en tant qu'élève. Donc, moi ici, je l'ai
désinstalle ou désactive parce que je ne suis pas un élève ou je ne suis pas un étudiant. Les cours dont vous êtes enseignant, ben alors là, c'est de les regarder. Donc, devoirs d'élèves envoyés en retard, moi, je les active parce que si un élève remet un travail en retard, je veux être notifié et je veux le savoir. Nouveaux envois de devoirs des élèves, ça, je ne l'active pas parce que quand il y a 24 élèves qui m'envoient un devoir, ça fait beaucoup trop de courriels. Invitation à rejoindre l'équipe d'enseignants d'un cours, je l'active. Donc, par exemple, un collègue m'invite à être enseignant ressources dans sa classe, je veux le savoir. Et publication ou échec de publication pour un post programmé, bien, s'il y a un problème, je veux le savoir aussi. Donc, personnellement, j'en active 3 sur les 4. Si jamais il y a des cours en particulier duquel vous ne voulez pas être notifié, donc par exemple, ici, par exemple, le groupe de présentation sur lequel je travaillais tout à l'heure, je ne veux pas avoir de notification, bien, vous pouvez décocher les notifications pour certains cours. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour de toute l'interface de Google Classroom. Donc, Google Classroom, c'est simple, c'est efficace, mais il faut savoir comment s'en servir. Je vous invite encore à retourner voir les liens vers les astuces Google Classroom publiées avec Alexandre Coutelet que je vous ai partagé tout à l'heure et qui vont être disponibles à l'intérieur du descriptif de la vidéo. Il y a encore ma vidéo sur Google Meet qui sera disponible elle aussi dans le descriptif de la vidéo ainsi que d'autres astuces. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Sylvain Duclos, une app par jour, à me suivre sur Facebook et surtout à placer dans vos marque-pages mon site uneappparjour.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.